Mais j'aimerais que ma fille, peut-être, je lui souhaite, je sais pas, d'être peut-être un peu moins fleur bleue, peut-être un peu moins romantique. C'est vrai que moi, pendant longtemps et dès l'enfance, j'avais l'impression que les hommes et l'amour, ce serait quelque chose qui viendrait tout combler. Je lui souhaite peut-être de comprendre plus vite que moi que ses amitiés, et notamment ses amitiés féminines, vont être les colonnes de sa vie au même titre qu'une rencontre amoureuse avec un homme, si ce n'est plus. C'est un beau souhait. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Théâtre, cinéma, stand-up, chronique radio, podcast, Rosa Burstein est partout. Elle déroule sa carrière à un rythme effréné depuis bientôt 15 ans, avec cette soif de jouer, de se mettre à nu et cette dérision névrotique qui nous fait mourir de rire. Une comédienne humoriste à 100 à l'heure qui ne s'arrête jamais. Quoique, depuis qu'elle est maman, elle se demande si le moment n'est pas venu de ralentir un peu. Stella est née le 16 octobre 2025. Et depuis, on suit son postpartum presque jour après jour sur Instagram. Couche odorante, tétine qui tombe, teint funèbre, tire-lait accroché à la poitrine. Mais aussi ses envies de finir le livre qu'elle écrit, de déconnecter, de prendre le temps, enfin. Ça ne risque pas d'arriver, puisqu'elle est vissée à Instagram, folle d'amour pour sa communauté, remontée sur scène dès janvier 2026 avec son nouveau spectacle Dédoublé au Paradis Latin et bientôt en tournée. Cette femme-là n'a plus beaucoup de secrets pour ses fans et pourtant, on se demande quand même comment elle fait pour ne pas s'écrouler. Quelle mère est-elle ? Que devient-elle ? Et ce qui la traverse quand elle regarde sa fille dans les yeux. C'est parti, on va rire, c'est certain, et peut-être pleurer aussi. Bonne écoute. Bonjour Rosa. Bonjour, oh, quelle belle présentation, merci beaucoup. On parlait de fatigue en off. On pourra faire tout l'épisode dessus, mais je le répète, il faut prendre soin de toi. Ouais, c'est sûr. J'entends, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Alors, tu as raconté ta grossesse sans filtre, en podcast et sur Instagram. C'était drôle, c'était cru, c'était sincère. Pourquoi c'était important pour toi de partager tout ça presque en temps réel ? Je pense que pendant la grossesse et le moment où je me suis mise à faire le plus de vidéos, c'était vers la fin, quand j'avais ce gros ventre. Et j'étais très heureuse à la toute fin de ma grossesse. En fait, moi, j'ai adoré le 3e trimestre. J'ai adoré, dès que j'ai senti le bébé, les petits coups de pied, elle était là, j'avais plus l'angoisse de la perdre. J'avais même pas hâte. Tout le monde me disait à la fin, t'as pas hâte? Et je te dis, non, je suis bien. Je l'aurais gardé dans mon ventre encore plus. En fait, je pense que c'est pour mon mec, il avait hâte. Et moi, elle était là, elle était déjà là. Alors, j'avais pas son visage, sa personnalité, mais elle m'habitait. Il y avait quelque chose de. Et puis, je sais pas si c'est les hormones mais j'étais vraiment sur un petit nuage. Et donc, j'avais envie de faire des blagues. Il faisait beau. J'avais envie d'être avec ma mère, de la mettre en scène. Et puis, je sais pas, j'ai pu enfin aussi, à partir du mois d'août et en septembre, être en vacances et en congé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien. C'est aussi pour ça que j'étais vraiment heureuse, en fait, de pas travailler. Et résultat, les vidéos, je le voyais comme quelque chose, ça m'amusait. Et on habite à Bagnolet, mais on louait au Lilas pendant nos travaux qui ne sont pas finis. Et le fait d'avoir du temps, j'avais l'impression de voir les arbres, de voir les couleurs, de voir en septembre chaque feuille qui devient orange. Et puis en plus, les lilas, c'est très beau. On était devant le parc Lucie Aubrac, donc on voyait. Donc j'étais un peu sur un petit nuage, je planais. Bon, d'un coup, le postpartum, effondrement, chute, beaucoup plus dur. Mais je pense que j'étais contente de chroniquer un peu jour par jour parce que depuis des mois, c'était difficile. En fait. Et donc, ça avait été tellement difficile, les fausses couches et ce premier trimestre de silence, que en fait, j'avais envie de parler, me réjouir. Et c'est vrai qu'il me semble avoir entendu dans un de tes podcasts ton envie de transmettre justement en disant, mais en fait,
je fais partie des femmes qui deviennent mères et il y a des choses à dire et j'ai envie de les dire aux autres. Donc, tu as eu ce besoin de partager aussi avec les femmes qui vont peut-être devenir maman bientôt. Oui, c'est vrai que ça amplifie encore la sororité, peut-être certainement, parce que c'est quand même dans notre corps une sacrée expérience. Hein. Il faut d'ailleurs surmonter, je pense, l'amertume envers les hommes. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie du célibat pour être en couple, je me suis dit « Ah, mais est-ce que je serais toujours autant féministe ?» Oula, alors là, je trouve que l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, tu l'es jamais... Alors, je dis pas que féminisme, c'est haine des hommes, mais c'est vrai que tu traverses quelque chose physiquement et même ne serait-ce que l'étape des kilos que tu veux encore perdre et qui sont là et tu vois ton mec qui a pas la trace de ça et puis qui gazouille avec le bébé et vraiment moi, je suis en train de faire passer le message qu'il faut oublier cette notion de 50-50, que si on veut tendre vers une forme d'égalité, c'est un 75-25. C'est que, en fait, dans la répartition, c'est pas qui va chercher le bébé chez l'assistante maternelle. C'est est-ce que toi, on t'a ouvert en deux? Est-ce que t'as pleuré pendant une semaine quand t'as plus de lait? Non. Alors tu fais le ménage. Enfin, en fait, tout ça rentre dans l'équation et ça devrait même être 95-5. En fait, au moins pendant les 9 mois qui suivent l'accouchement, ils devraient d'eux-mêmes demander à être nos esclaves. Enfin, vraiment, être à nos ordres, quoi. Tu te sens entendue et tu sens que tu as besoin de formuler ça ou Je sens que j'ai besoin de formuler ça parce que j'entends toujours répartition des tâches, 50-50, 50-50. Je fais, mais il sort d'où ce chiffre 50-50? C'est pas un 50-50, c'est pas moitié-moitié. Parce qu'on a déjà du crédit. Parce que c'est ça, il y a déjà des points. Qu'est-ce que vous comptez dans la balance? Parce que si c'est racheter un pantalon une taille au-dessus parce qu'on rentre pas dans celui d'avant, le coût financier plus le coût moral, il faut le comptabiliser aussi en fait. Donc ouais, j'essaie d'essayer de partager au plus ce calcul, histoire que ce soit... Bon, peut-être la notion d'esclave, c'est un peu exagéré, c'est pas... mais c'est... En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit entendu par des hommes et que ce soit eux qui portent aussi ce message. Parce que s'ils s'influencent entre eux, ça aura encore plus d'écho. On a l'impression d'un réveil, mais c'est vrai qu'il y a encore des hommes qui vont répondre « Oh, mais on va pas compter ». Oui. Évidemment, oui, voilà. On va pas faire des comptes d'apothicaire, on va pas faire des listes, on va pas argumenter. Et puis moi, je me suis réveillée, machin, etc. Non, ça marche pas comme ça. Alors, tu as raconté ton accouchement. Je vais pas te demander de le raconter ici parce qu'il y a un épisode entier dessus, donc je redirigerai si besoin celles qui veulent l'écouter. Tu en as parlé avec autodérision, mais t'as pas fait l'impasse sur la douleur. Hein. Quelques mois plus tard, vu qu'on a un peu de recul, comment tu l'as digéré? Cet accouchement qui s'est pas passé exactement comme tu t'y attendais. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre sur cette expérience-là d'un accouchement difficile? Ou est-ce que non, juste une douleur à digérer? Je pense que ça serait bien d'avoir peut-être plus de récits autour de la césarienne, parce que c'est vrai que, et pourtant je suis sur les réseaux, mais dans ma préparation, dans les cours, dans ce que j'avais lu, il y avait des pages, mais les pages sur les césariennes, je les avais pas lues. Le contenu était là à disposition, et moi j'étais que sur la rééducation du périnée après accouchement voix basse et les fuites urinaires. Je savais les termes, je savais que c'était des troubles d'ordre vésico-sphinctéral, mais je ne savais rien sur la césarienne. Et donc, imaginez, connaître le chiffre, à vérifier, hein, je suis pas médecin, je crois que ça autour d'une femme sur 5, apparemment. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que, ne serait-ce que, découvrir que pendant 1 an, tu peux pas retomber enceinte, sinon ton utérus explose. Il y a des choses qui sont... Donc peut-être, encore une fois, non pas pour faire peur, mais pour que les gens sachent, c'est knowledge is power. Hein, et c'est fou qu'on entende encore, qu'on n'a pas été encore assez informé sur quelque chose, alors que effectivement, c'est quand même un sujet qui s'est bien ouvert. Mais il y a encore, après, comme tu le dis, par nos propres biais. Oui. Non, je me sens pas concernée par telle chose. Oui, il y a des choses inconscientes. Moi, la césarienne, c'était pour les femmes menues. Avec des gros bébés. Et comme moi, je me suis toujours sentie ronde avec des bonnes hanches, j'étais sûre que j'aurais un accouchement voix basse. J'étais sûre que j'irais au bout de cette expérience de la féminité. C'était ça ce que je m'étais aussi un peu inventé, sans être ayatollah du truc, mais quand même, en fait, c'était ancré. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore là, cette frustration de la voix basse, ou t'as accepté que ça restait une naissance? Ça prend du temps et chaque jour un peu mieux. J'apprends à
aimer ma cicatrice, c'est ce qu'elle raconte. J'apprends à intégrer cette nouvelle information sur moi et sur mon histoire. Je pense que pour moi, toute la différence, ça a été de rencontrer ma kiné, Elsa Yousefian, qui ouvre aussi, je crois que, enfin, elle m'a donné, elle ouvre un compte Insta et elle va créer son autre, mais On le mettra ouais, s'il si est dispo. je t'enverrai, Bien sûr. parce que la rééducation, le fait que j'ai accouché au Diaconèse et que la gynéco de l'hôpital me dise vous pouvez tout de suite faire de la rééducation de la césarienne en faisant une fausse ordonnance, parce que normalement c'est au bout de 6 semaines, Oui. et bah tout de suite. Résultat, je l'ai rencontrée, j'ai eu un rendez-vous, elle m'a massée, elle m'a appris à la toucher, on a fait le travail ensemble de respiration, elle m'a fait télécharger Petit Bambou, j'ai fait les... Et ensuite, elle met la main là-dessus, elle met les mots et en même temps, elle est, je sais pas comment dire, hyper... Je crois que c'est en train de devenir une amie, mais ça a été une rencontre, voilà, dans ma vie, cette femme. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, grâce à elle, c'est... Une vraie ressource Oui, pour oui. démarrer. Mais je pense qu'on a besoin d'être aidé, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est que, et que toute seule, sans elle, j'y serais pas arrivée. Je pense que j'aurais fait les choses à l'envers, parce que je sais plus, une fois au tout début après l'accouchement, je m'étais levée vite, et mon père m'avait dit ah c'est bien, tu te rétablis vite. Et puis j'étais arrivée à ma séance de kiné en disant j'ai réussi à faire ça, et elle m'avait dit mais alors pas du tout en fait, on ne va pas faire ça. On va s'arrêter tout On de va suite. s'arrêter tout de suite. Ça, on le garde pour plus tard. Elle m'a appris à être patiente. Je voulais prendre en portage ma fille très vite. Elle m'a dit, on va être patiente. Et voilà, c'est vrai que on se le disait aussi en off, mais cette notion de ralentir, qui est pas du tout à la mode au fond, parce qu'on va à 10 000 à l'heure et que c'est quand même mis en avant et que nous, on le vit comme un échec de faire les choses plus lentement ou d'en faire moins. Bah, en tout cas, parfois, on voit bien que sur notre corps, c'est la clé, en fait. C'est de se laisser le temps, hein. Je voulais parler de ta rencontre avec Stella. Est-ce que tu t'es sentie maman tout de suite? Est-ce que ça a pris du temps? C'est quoi le souvenir dominant? Est-ce qu'il y a une image qui te vient quand tu dis, OK, quand est-ce que tu as rencontré ton enfant? Oh là là, c'est chaque jour un émerveillement. Je suis tellement folle. En fait, j'ai l'impression de me sentir honorée qu'elle soit venue vivre avec nous. Je pense que de plus en plus, je me vois maman. En fait, elle est tellement cool et tellement pas du tout, j'ai l'impression, éponge à notre stress, qu'on soit dans les travaux, elle a ses sourires, et j'ai l'impression d'ailleurs que tous les trucs un peu culpabilisants pour les mères sur la grossesse, le bébé ressent tout. Non, le bébé, ce qu'il veut, j'ai l'impression, c'est survivre, manger, faire, et je le sentais déjà dans mon ventre, je sentais sa pulsion de vie quand je dormais d'un côté et que elle déjà, des coups, parce que je sentais que elle était pas à l'aise, et c'est magnifique à voir et je me sens hyper honorée, et je reparle de mon père, mais souvent quand je fais quelque chose de bien ou que j'accomplis quelque chose, il me dit ah bah ça c'est grâce à moi, je t'ai donné la détermination. Et pour le moment, j'ai l'impression tout de suite de voir quand même un être arriver, construire sa personnalité aussi tout seul, aussi face à ses propres défis qu'elle se fixe elle-même, et que moi je suis témoin, que j'ai la chance de voir ça, que je peux faire le maximum, mais qu'il y a beaucoup de choses où c'est elle, quoi. C'est déjà elle. C'est déjà elle, c'est pas... C'est une grande discussion avec mon copain, je lui dis qu'elle soit libre et qu'elle soit pleine de confiance, en fait, mais je me projette plus sur le fait d'être maman, sur le fait de vouloir vraiment qu'elle ait confiance en elle, d'être très heureuse. Je suis très heureuse qu'elle soit un bébé si mignon, mais de prendre un pas de côté par rapport au tu seras toujours mon bébé, ou non, en fait, elle va devenir une De pas femme. l'enfermer, de la laisser. Ouais, en fait, tout ce qu'elle, chaque jour en ce moment, cette phase d'éveil où avec la voix, lutter avec ses petits doigts, je trouve ça magnifique. Il y a quelque chose de son envie de comprendre, et ce qui est trop belle. Je l'aime trop et j'ai hâte. Enfin, je suis contente. Les gens me disent ah oui, profite. Elle va plus rester un bébé. Et je dis oui, mais en fait, je profite qu'elle soit un bébé, mais tout ce qui fait que où elle évolue chaque jour, qui l'amène vers plus de compréhension du monde, m'excite aussi beaucoup, quoi. Tu parlais de confiance, de confiance dans la vie, de la laisser libre. Est-ce qu'il y a des choses de toi que tu as absolument envie de lui transmettre, ou au contraire d'autres choses que tu espères ne pas lui transmettre? Est-ce que justement tu parles de confiance, est-ce que toi tu as un défaut de confiance en toi, ou au contraire c'est quelque chose que tu as réussi à cultiver? Eh ben, je pense que de ma mère à moi, à Stella, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Je pense que
ma mère manquait vraiment de confiance en elle et qu'elle a voulu m'en insuffler beaucoup. Je pense qu'elle m'a permis très fort de croire en mes rêves. Donc, mais j'ai aussi des fragilités, des manques, et il y avait beaucoup la question, du corps, de l'aspect physique, et en tant que comédienne. Et puis parfois, j'ai aussi des moments où j'aime pas, mais ça c'est la vie artistique, du tout ce que je fais, ou si je suis dans des phases où On se juge tout le temps. Ouais, on se juge, c'est nul. Déjà, les femmes se jugent tout le temps, je crois. Mais alors, si on est comédienne ou artiste, voilà, plus. c'est ça. Et alors après, bon, j'avais fait un moment des séances avec une hypnothérapeute qui m'avait dit attention, il y a la voix du juge, essayer de faire intervenir la voix du coach pour non pas annuler les critiques, mais plutôt se dire comment on peut essayer de. Faudrait peut-être que je la revoie, mais j'ai plus de thunes, donc voilà, plus de thunes, plus de temps. Je vois Elsa ma kiné et elle remplit toutes les fonctions, mais j'aimerais que ma fille, peut-être, je lui souhaite, je sais pas, d'être peut-être un peu moins fleur bleue, peut-être un peu moins romantique. C'est vrai que moi, pendant longtemps et dès l'enfance, j'avais l'impression que les hommes et l'amour, ce serait quelque chose qui viendrait tout combler. Je lui souhaite peut-être de comprendre plus vite que moi que ses amitiés, et notamment ses amitiés féminines, vont être les colonnes de sa vie au même titre qu'une rencontre amoureuse avec un homme, si ce n'est plus. C'est un beau souhait. Tu parlais de ta maman. Est-ce que depuis les quelques mois où tu es toi-même maman, tu regardes différemment ta relation avec ta maman et le rôle qu'elle a joué pour toi ? Oui, parce que je vois un tout petit peu comment elle est parfois avec Stella, ma fille, et je me dis tiens, elle a dû être peut-être certainement un peu pareille avec moi, très finalement ambitieuse, limite classiste, quoi. Il y a un truc de mes parents sur la réussite scolaire, quand même, il y avait beaucoup de pression. Je sais pas si c'est un truc de génération, peut-être que nous on est revenus de ça, ou de toute façon on a vu ses amis bifurquer après leurs grandes études, et donc on sait très bien que ça se jouera pas que là-dessus. Mais il y a 2 semaines, elle est venue pour qu'elle mâchouille un truc pour ses dents. Je dis, mais elle a même pas encore la prémisse de l'envie de... Et donc, j'essaye de lui dire, elle est super avec notre fille, mais de lui dire mollo. Si jamais, parce que on a reçu des petits jouets Montessori trop mignons en cadeau, et le but, c'est d'arriver de faire passer d'une main à l'autre un petit jouet en bois. Et elle me dit, elle commence à y arriver. Je fais, et si elle met 7 mois à y arriver, c'est bien, c'est pas grave. Donc, j'espère. Oui, elle n'a que 3 mois et demi, je précise. Exactement, 2 mois et demi. 2 mois et demi, là. Attends, 16 octobre. Non. Oui, d'accord. Tu vois, je vais trop vite. Non, mais donc, résultat, c'est vrai que ma mère, elle a cette chose d'impatience éternelle. Parfois, le moment présent, elle a du mal à vraiment. Et donc, j'essaye de saisir avec elle les moments d'instant présent où elle arrive à profiter, où elle arrive à dire ok, ça c'est un moment de bonheur tous ensemble, parce que sinon c'est tout de suite le moment d'après, et demain on va faire ci, et tout à l'heure on va faire ça, et là on sera là. Et surtout j'aimerais bien réussir avec Stella à être comme ça, et peut-être si jamais elle correspond pas à mes attentes en termes de scolarité, rester cool si jamais elle a... Mais je sais pas comment ça se passe. Ça se trouve on peut pas rester cool, ça se trouve on veut que son enfant soit un bon élève, je sais pas. Je sais pas non plus. Ouais. On veut qu'il soit heureux. Oui, voilà, c'est déjà bien. Qu'il soit pas largué. Voilà, qu'il soit pas largué. Parce que ça peut les faire souffrir aussi. Exactement, qu'il puisse comprendre. Je suis un peu là-dedans, mais c'est en construction. Oui. De toute façon, ça met du temps. On ne vit que des premières fois, donc j'ai pas de conseils à donner. Tu parlais de la relation au corps, notamment quand on est comédienne, artiste comme toi. Moi, je voulais aborder ta relation avec Instagram. Je me demandais, pour toi, c'est une ressource, c'est un défouloir, c'est un outil de promo pur et simple. Comment tu vois Instagram ? Est-ce que c'est plus un ami ou un piège ? Les deux. Instagram, parfois, c'est vraiment un super outil parce que on peut se faire connaître comme ça. Ça permet, aux gens de venir dans nos salles. C'est une parole qui est très personnelle, qui est sans filtre. Donc, parfois, ça permet à des discours de se partager, de créer une communauté, des ressources. Parfois, c'est sympa de faire une vidéo, de voir que les gens réagissent et trouvent ça rigolo. C'est comme un petit public à disposition. Mine de rien... On a vu aussi pendant les confinements que c'était bien pratique, mais c'est aussi un piège parce que c'est vite addictif. Il y a toujours la comparaison de ceux qui font mieux. Et puis, il y a parfois aussi la haine, quand même. J'avais oublié, mais récemment, sur des vidéos cross-postées, j'ai eu plein de mascus qui sont venus troller les vidéos. Ouais, donc bon, c'est
Ça, c'est un peu l'aspect embêtant quand même, on va pas se mentir. On apprend à mettre de côté, surtout quand on est artiste comme toi, Bah, je où on est croyais. toujours percuté. Tu vois, ça, il y a eu quelques cross-posts et donc j'ai vu comme des commentaires de masculinistes et puis au début, ça m'a rien fait. Puis ça a duré plusieurs jours avec nouveau, puis à un moment, je pouvais même plus enfin, dès que je me connectais, je voyais tout en haut, elle, tout le monde lui est passé dessus, machin et en fait, si ça te enfin, je sais pas, en tout cas, Ça là, reste dans un coin de la tête. ça reste dans un coin de la tête, pas forcément, parce que tu te dis: C'est juste, c'est tellement haineux». En fait, c'est toujours horrible de se dire qu'il y a des gens dont c'est l'énergie, ça témoigne d'une telle tristesse, d'une telle violence. Enfin, en fait, on a envie tous les jours d'aller vers de l'humanité. En fait, moi, c'est ça qui me console. C'est quand d'un coup, on est dans le métro, puis sans faire exprès, on marche vite sur le pied de quelqu'un, on dit ah pardon, puis que la personne fait il y a pas de souci et qu'on partage un sourire avec une personne inconnue. Je me dis ok, C'est OK. on fait société. Ça La va, il y a démocratie encore- triomphera. encore quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Et puis d'un coup, quand il y a autant de haine, non, moi, j'en suis pas encore hermétique, mais et en même temps, Instagram, j'aimerais aussi parfois pouvoir m'en délivrer pour être plus lointaine et y revenir mieux, m'absenter. Voilà, j'aimerais parfois moins ressentir l'urgence. Et puis, je trouve que ensuite, tu es en dialogue, toi, avec ta tête et avec. Je trouve que quand tu regardes qui regarde ta story, moi, ça me fait faire des crises de parano. Je dis, oula, typiquement, je dis, oula, mais elle m'a écrit, je lui ai toujours pas répondu. Elle voit que je fais des stories. Donc, j'essaie de plus regarder les spectateurs de ma story. Et puis, c'est pas facile. Ouais, oser ne pas répondre tout de suite, bon exercice. Faut que tu testes. Ouais. Tu parlais d'avoir un public, et c'est vrai que sur Instagram, on peut avoir son petit public ou son grand public. En l'occurrence, le tien, ton audience est quand même assez large. Est-ce que petite, déjà, t'aimais bien faire rire, avoir un public, te mettre en scène ? C'est quelque chose qui est arrivé tôt ? Au départ, non. Au départ, c'était parce que j'étais vraiment introvertie et dans les jupes de ma mère que j'ai fait du théâtre. J'ai vu une psy enfant et en faisant du théâtre, j'ai aimé être sur scène, j'ai aimé cette lumière. Et puis ensuite, j'ai commencé à plus me faire des amis et ensuite à être un peu la chef de mes amis parfois. Et ensuite, au collège, j'ai bien aimé le collectif. J'ai bien aimé être déléguée de la classe. J'étais dans une colo où on avait des débats. Et donc, en fait, c'est vrai que parfois je me dis, la vie passe tellement vite, il faut pouvoir partager l'information. C'est ça, en fait, plus le savoir est partagé, donc c'est ça qui est super. Je pense que oui, avoir un auditoire, c'est quelque chose être entendu. J'ai toujours bien aimé ces moments-là. Les sensations aussi, les premiers exposés en 6e devant la classe. Je trouvais ça chouette. J'aimais bien. Et puis, parfois, j'apprends aussi beaucoup sur Instagram des gens. C'est vrai que alors, c'est un rapport un peu parasocial étrange, mais j'ai aussi, à l'inverse de la haine, je reçois beaucoup d'amour et beaucoup de conseils et beaucoup de messages que je lis. Parfois, j'ai rencontré une copine, quoi, qui m'a écrit sur Instagram, puis qui à un moment... et puis, on se parlait de sororité. Je sais plus, peu de temps après mon accouchement, j'ai eu des galères de tire-lait. Et d'un coup, j'ai dit, je suis en galère de tire-lait. Et puis, tu reçois des tonnes de DM de personnes qui te disent, tu peux appeler ce service-là, où est-ce que tu habites, on va se croiser. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu un tire-lait de dépannage un dimanche. Donc ça, c'est un immense privilège. C'est extraordinaire. C'est fou, quoi. Donc oui, j'aime l'idée de communauté. C'est vrai que c'est chouette. Après, attention, parce que t'as vite tendance aussi à vouloir, je pense, devenir gourou. Parce que justement, les gens réagissent à tes stories et puis il y a un T'as l'impression parfois d'être dans ce danger-là ? J'ai plus l'impression que c'est un besoin de s'exprimer urgent et viscéral, non, chez toi ? Oui, t'as raison, mais en fait, l'identification crée quelque chose où il faudrait pas que le public oublie que comme on est humoriste, on est imparfait et on peut heurter et on peut pas toujours être sympathique et peut-être être parfois à côté de la plaque et pas quand il y a une actu horrible dans le monde, parfois ça va nous mettre 24 heures pour réagir ou parfois on va réagir dans notre intimité mais pas forcément publiquement parce qu'on n'a pas les mots. Et c'est vrai que la proximité, le fait que d'un coup tu partages des choses intimes et en même temps t'es humoriste donc t'en ris.
les gens sont là, bon, mais elle est moqueuse, mais donc elle est méchante, mais donc c'est pas mon amie. Voilà, il faudrait quand même retrouver un peu de la distance avant les réseaux sociaux qui existait entre le public et un humoriste, où il y avait de la part du public un peu de crainte d'aller voir cette personne et qui n'était pas que un rapport d'identification amicale. Donc ce qu'on attend de toi parfois peut te stresser. Ouais. Ça te met une pression. Ouais. Même parfois en entretien, même parfois en interview, c'est dur, je trouve, de faire de la promo, de tenir un cap et de venir dire, venez voir mon spectacle. Quand toi, tu es traversé par les doutes, ces résultats, ça te force à une cohérence qui n'est pas évidente, toujours. C'est un vrai exercice, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Justement, en parlant d'énergie, on sent que tu vas vite, que tu fais beaucoup, et tu me le disais, peut-être trop en ce moment, warning. C'est dans ta nature, comme ça, de faire beaucoup, ou est-ce que tu sens que tu vas réussir à peut-être prendre un pli tu disais sur Instagram qu'il faudrait peut-être que tu ralentisses, qu'il y a Stella, qu'il y a un spectacle qui arrive, donc c'est pas pour tout de suite, mais est-ce que tu sens que c'est possible, ou est-ce que en fait dans ta nature tu vas enchaîner? Je pense que ça s'est joué très tôt. Je pense qu'en fait au collège, j'étais à Montaigne et mes profs de français que j'adorais nous disaient attention, hein, vous verrez. En prépa Hippocagne, en me regardant, en espérant que j'en fasse une, faudra travailler tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Hein. Et donc, résultat, j'avais vraiment ancré ça, genre quand je serai en Hippocagne, il faudra travailler jusqu'à 3h du matin. Et finalement, tu as fait une Hippocagne ? Non. J'ai fait la fac de ciné et une école de théâtre, mais en me disant, il faut faire comme en Hippocagne, même si tu n'y es pas, et donc il faut travailler jusqu'à 3h du matin. Et un peu dans quelque chose, de toute façon, il y a tellement de gens qui veulent être artistes, la manière de se différencier, c'est de travailler plus que les autres. Et je pense que le fait que je travaille autant, c'est dû aussi à un manque de confiance en moi. Je pense que vraiment, si j'avais plus de confiance en l'avenir, en mon talent, au fait que ça va aller, que je rembourserai mon crédit, je serais pas en train de cumuler toutes ces choses, un peu combler du vide et faire en sorte qu'il y ait au moins là-dedans, dans toutes ces choses, quelque chose qui marche. Et parfois, j'ai rencontré des artistes hyper confiants en la vie et qui disparaissent, reviennent, se consacrent 1 an à quelque chose d'écriture, et puis là, machin, et ils arrivent avec charme et fluidité à manier ça. Ils sont peut-être un peu plus âgés, t'es jeune, toi. Ouais, peut-être. Il faudrait réussir à choisir. Je pense que peut-être que ralentir, ce mot est connoté trop négativement, mais choisir en tout cas. Si je dis hiérarchiser, c'est pas très joli, mais prioriser. Mais prioriser, voilà, prioriser. On peut tout avoir, mais pas tout en même temps. C'est devenu notre devise. Voilà, pas tout avoir et pas tout et dire non. C'est vrai qu'aussi en tant que femme, on nous l'apprend pas beaucoup. Il faut dire oui, il faut être sympathique, il faut être modeste, il faut être humble, parce que sinon on est une connasse. Mais en fait, dire non et ça va quand même aller. Et on va quand même à la fin du mois. Et donc ça, je pense, c'est vrai que pas vouloir tout le temps faire plaisir. Parlons un peu de ton spectacle, donc ça s'appelle Dédoublé. Tu viens de me dire que tu étais en train de réécrire des trucs alors que c'est dans 5 jours. J'ai envie de te dire non, garde la V1. J'en sais rien, je l'ai pas encore vu. Mais donc t'explores dans ce spectacle tes contradictions, ton héritage, tes engagements. Est-ce que tu pourrais me pitcher le spectacle en quelques phrases ? Oui, en fait, ce spectacle, j'ai commencé à l'écrire en 2022. Et donc, c'était à l'époque sur la haine des applications de rencontres, l'envie de réussir à rencontrer les gens dans la vie. Et comment on rencontre les gens dans la vie aujourd'hui, dans nos villes, dans nos vies si individualistes et fermées. Donc, j'ai commencé à écrire des blagues un peu là-dessus. Ensuite, j'ai rencontré mon copain. Et donc, j'ai écrit sur le fait de se dédoubler dans le couple et aussi... qu'est-ce qu'on abandonne du célibat quand on se met en couple et comment on réalise en couple à quel point on chérissait notre solitude au final. Parce que moi, quand j'étais célibataire, j'avais qu'une envie, c'était rencontrer l'amour. Et puis dès que j'étais en couple, j'étais très nostalgique de ma solitude chérie. On n'est jamais content. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai que donc ensuite je parle de ça, de dormir dans le même lit que de quelqu'un, voilà. Et puis ensuite c'est aussi un spectacle sur le désir de maternité et donc ensuite de seul à partager et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il pourrait y avoir une V2, enfin une deuxième partie de ce que tu es en train de vivre maintenant. Oui, tout à fait. Là, oui, je mets à jour le spectacle, je le tire un peu de tous les côtés en essayant d'essayer de garder ce qui est très fort, de voir ce qui était un peu moins bon, de lui dire au revoir et d'en faire une forme encore plus forte. Et puis ensuite, à un moment, il faudra qu'il y ait une forme stable et définitive
pour pouvoir faire une pause et en écrire un nouveau derrière. Ouais. Parce que dédoubler, ça peut aller très bien avec ce que tu vis en ce moment. Enfin, ça c'est sûr. Une belle métaphore de la maternité. C'est vrai. Tu te sens dédoublée en ce moment ? Ouais, même démultiplier, d'être partout. Je crois que dédoubler, c'était vraiment aussi un titre pour moi qui parlait de la grossesse. J'avais une fascination sur la grossesse aussi, avant de la vivre. Avant de la vivre, sur avoir de la vie en soi, porter la vie, être. Et maintenant, c'est encore une autre étape, mais en effet, peut-être avec moins d'orgueil. Je sais pas comment dire. Il y avait beaucoup de choses autour du fait d'être enceinte que j'avais glamourisé. Peut-être aussi dû aux réseaux sociaux, aux photos de femmes enceintes, etc. Il y avait quelque chose que je voulais expérimenter. Et puis, à un moment, vers 6 mois ou 5-6 mois, j'ai fait des photos un peu beauté avec une photographe. C'était sympa, j'étais contente de les partager. Et puis, à la fin de la grossesse, je me disais, est-ce que je refais des photos ? Et puis, j'étais en mode, non, c'est fini. Enfin, oui, c'est beau, T'as mais... enlevé un peu le vernis du rêve là-dessus. Oui. Tu parles d'humilité parce que ça t'a rendu plus humble d'avoir un enfant ? Ah bah, j'ai l'impression que... Mais peut-être à outrance. Mais que maintenant, c'est à propos d'elle. Et d'ailleurs... Décentrage. Ah oui, complètement. C'est vrai que c'est ma vie. Je lui dis parfois, quand je l'appelle mon cœur, j'ai vraiment l'impression que mon cœur est en dehors de moi. Et plus en moi, j'ai l'impression que mon cœur est à l'extérieur de moi, en elle, quoi. C'est une bonne image. Donc c'est, oui, dédoublé ou... ouais. Transféré, exactement. Merci pour ces mots, merci pour ton temps. Ah, merci à toi. Je sais que tu es en préparation d'un spectacle, tu vas tourner dans toute la France et on pourra te voir au Casino de Paris. Donc j'espère que je vais avoir droit à une petite place. Avec plaisir. Donc je mettrai tous les liens pour réserver ces billets sur la fiche du podcast. Merci Rosa. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.